Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de cette semaine qui vient de s'écouler et de la semaine prochaine sur le chaos que crée la Macronie dans le pays, avec évidemment d'abord la situation au Proche-Orient et l'OTAN. On va parler ensuite du racisme qui met le chaos au sein du peuple et qui vise à diviser le peuple. On va parler du chaos climatique et du déni climatique que fait la Macronie. On va parler de Bayrou qui est prêt à tout pour sauver sa peau, de l'union de la gauche. Et puis, on terminera avec tout ce qui donne des lueurs d'espoir dans la période générique. Alors, je commence évidemment avec la situation à l'international et notamment le débat au titre de l'article 50-1 de la Constitution qui nous permet de demander au gouvernement d'avoir un débat suivi d'un vote au Parlement. Que nous avions demandé il y a déjà 10 jours et qui a eu lieu mercredi soir dans l'Assemblée. Alors, on l'avait demandé il y a 10 jours, on avait demandé que ça soit suivi d'un vote sur la position de la France, car évidemment, la position de la France vis-à-vis d'un conflit qui est aussi grave et qui peut englober le sort du monde tout entier ne peut pas se prendre par une personne toute seule, fût-ce le président de la République. Eh bien, après 10 jours, ils nous ont enfin répondu, non pas par la voix du Premier ministre et du gouvernement, comme c'est sa prérogative, mais par la voix du président de la République, ce qui montre bien là aussi les dérives de la Ve République, pour dire que finalement, ils étaient d'accord pour un débat, mais ils nous ont refusé le vote. Alors, ce qui était très très impressionnant dans ce débat, c'est que vous avez un Premier ministre qui parle comme à l'époque Bush Junior parlait au moment de 2003 et de la guerre en Irak. C'est-à-dire que Bayrou a repris la rhétorique de l'axe du mal, de la guerre contre le terrorisme et n'a même pas une seule fois cité Netanyahou. Il a fallu attendre plus de 20 minutes pour qu'enfin il parle du sort des Palestiniens et du génocide à Gaza. C'était un discours qui va à l'encontre de tout ce qu'a porté la diplomatie française pendant des années et des années, et c'était un discours d'autant plus honteux qu'il arrivait la veille de jeudi des 80 ans des Nations Unies, 80 ans qu'on aurait aimé commémorer comme un renforcement du droit international qui a été inventé comme la Convention de prévention et de répression du génocide pour que plus jamais de tels crimes contre l'humanité ne puissent exister. Et que voit-on devant nous? Des violations du droit international qui se font toujours plus fortes et quasiment aucun pays qui n'est capable de condamner les frappes qui ont été faites par Israël, qui a pourtant agressé en premier l'Iran avec des frappes sur des installations civiles, ce qui est un crime de guerre, tout comme les frappes américaines sur l'Iran, sur des installations nucléaires en plus, avec des risques de contamination radioactive, sont là aussi des crimes de guerre. Alors non seulement ils n'ont pas condamné, mais à la fin, le président de la République qui a confondu droit de se défendre d'Israël et donc qui a cotisé à la guerre préventive qui, je le rappelle, n'existe pas en droit international et qui, en fait, à la fin, permet à n'importe quel pays d'envahir un autre pays puisque vous pouvez toujours expliquer que vous seriez menacé par un autre et donc que vous pouvez donc violer l'ensemble des règles du droit international. Donc non seulement il a confondu droit d'Israël à se défendre et guerre préventive, mais il a été jusqu'à dire que les frappes américaines, si elles n'étaient pas légales, ce qu'il a fini par reconnaître, il en partageait l'objectif, ce qui est évidemment extrêmement grave dans la cotisation, là aussi, à cette idée de guerre préventive, qui est une idée extrêmement dangereuse en droit international. Donc la France est devenue complètement inaudible avec ce gouvernement qui ne cesse de dire une chose et l'autre, qui n'a rien à dire lorsque le chancelier allemand Merz dit que Israël est en train de faire le sale boulot pour nous tous, ce qui est évidemment absolument scandaleux, et d'autant plus que nous savons ce à quoi mène la guerre préventive, c'est-à-dire au bilan de l'Irak avec l'intervention américaine en 2003, avec 1 million de morts en Irak, et l'Irak qui est toujours déstabilisé, et de cette déstabilisation est né Daesh. Nous étions fiers lorsque la France, en 2003, avait, au sein des Nations Unies, porté la voix haut et fort pour dire que la France ne participerait pas à ce bain de sang, avec, à l'époque, les mêmes propagandes de guerre qui étaient faites. Sur l'Irak, c'était la détention d'armes de destruction massive. Vous vous rappelez de Colin Powell, qui apportait des preuves. Bon, maintenant, ils s'embarrassent même plus de preuves. Aujourd'hui, on sait que ces armes de destruction massive n'ont jamais existé. De même que tous ceux qui disent que l'Iran serait au seuil d'avoir la bombe nucléaire sont là aussi des affabulateurs. Et le directeur de l'AIEA, de l'agence sur justement l'énergie atomique, a redit encore ce jeudi que ce serait malhonnête de dire que l'Iran allait se doter de l'arme nucléaire. Donc les mêmes mensonges,
les mêmes propagandistes de guerre, les mêmes va-t-en-guerre qui pensent que la guerre est quelque chose de théorique qui ne leur arrivera jamais et donc qui ne cessent de prôner le fait de mettre toujours plus de bombes sur toujours plus de civils. C'est le cas par exemple de l'éditorialiste Caroline Fourest qui a tranquillement expliqué que les Iraniens devaient payer le prix du sang, ou encore de Bernard-Henri Lévy qui, après les frappes américaines, a tweeté ce tweet absolument scandaleux qui dit « Merci Donald Trump, merci pour Israël », le même qui disait en 2003 « Attaquer Saddam Hussein, bien sûr, oui ». Donc ce sont les mêmes qui reproduisent exactement les mêmes choses, qui produiront les mêmes effets, et la France devrait au contraire être du côté d'une France non alignée, d'une France pour la paix. Et que fait la France? Eh bien, elle est en train de se coucher non seulement devant la rhétorique de l'extrême droite et de l'international réactionnaire, donc en s'alignant sur Trump et Netanyahou, mais on en a vu la démonstration éclatante de la servilité de l'Europe et de la France avec le sommet pour l'OTAN, où le secrétaire général Mark Rutte de l'OTAN, qui est pourtant un Européen, a écrit ce SMS dithyrambique à Donald Trump, d'abord pour le féliciter des violations du droit international en le félicitant pour ses frappes sur l'Iran, mais en plus de ça, en disant à Donald Trump qu'il allait accomplir ce qu'aucun président états-unien n'avait accompli avant lui, c'est-à-dire faire payer un prix énorme, écrit en majuscule, à l'Europe, avec cette soumission, la même semaine où les États-Unis ont violé le droit international, de la France et de l'Europe, à cette demande maintes fois réitérée de Trump de monter le budget de la défense de notre pays à hauteur de 5% du PIB. Pour que vous vous rendiez compte, il faut rajouter 100 milliards pour la défense, non pas pour répondre à des besoins réels, mais pour répondre à des injonctions d'un président d'extrême droite états-unien. Ceci est d'une soumission terrifiante, d'autant plus quand on voit que ce même Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, lorsqu'il se trouve face à face avec Trump, qui raconte qu'il a mis fin à un conflit infantilisant ainsi tous les autres pays et les Européens, comme dans une cour de récréation entre Israël et l'Iran. Là, Mark Rutte lui dit les yeux remplis d'admiration, « Daddy doit parfois hausser le ton ». Voilà le niveau de servilité auquel nous sommes arrivés et je crois que là encore, il est scandaleux qu'un président tout seul puisse décider de mettre à hauteur de 5% du budget, c'est-à-dire plus 100 milliards, le budget de la défense de notre pays, parce que on a déjà une austérité jamais vue au XXIe siècle avec les budgets qui ont été non pas votés mais passés en force par 49.3. Mais alors là, ça veut dire encore plus d'hôpitaux, de sécurité sociale, d'écoles qui vont être sacrifiées pour, là aussi, le bon plaisir des États-Unis et de la visée impérialiste de Trump, qui par là même, je le dis quand même sur son intérêt, pourquoi est-ce qu'il veut monter autant les dépenses de défense des pays européens? C'est parce que 60% des dépenses de défense de l'Europe servent à acheter du matériel états-unien et donc c'est aussi un bon coup commercial pour Trump. Donc cette attitude de la France est irresponsable, elle est inadmissible, elle rompt avec tout ce que la France a pu représenter dans l'histoire et je le dis avec une forme de gravité, Netanyahou a réussi un de ses objectifs de guerre réels en attaquant, comme il l'a fait, l'Iran, notamment en réussissant à faire que plus aucun État ne parle de ce qui se passe à Gaza, alors que le génocide continue, alors que tous les jours des Palestiniens sont tués dans les distributions alimentaires, alors que la famine est toujours utilisée comme arme de guerre et que Gaza continue non seulement à être bombardée, mais à parquer les Palestiniens dans des endroits de plus en plus étroits de la bande de Gaza, avec toujours comme projet de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne, celle de déporter les Palestiniens de la bande de Gaza. Nous ne devons pas détourner le regard de ce qui se passe à Gaza et nous devons continuer de nous battre pour la reconnaissance de l'État de Palestine, pour l'embargo sur les armes, pour la suspension de l'accord d'association et surtout pour des sanctions contre Netanyahou, car la France fait preuve d'un deux poids deux mesures révoltant lorsqu'il y a eu 17 trains de sanctions contre Vladimir Poutine pour avoir violé le droit international en Ukraine et qu'il y a toujours 0 sanction contre Netanyahou alors qu'il commet le premier génocide filmé en direct de l'humanité. Donc, évidemment, nous continuons, nous, de toutes nos forces, à défendre le droit international et la paix. Et la Palestine, je crois, fait tomber tous les masques parce que les seuls qui aujourd'hui défendent mordicus le génocide, même si la France n'est pas à la hauteur avec Emmanuel Macron et son gouvernement, les seuls qui défendent mordicus ce qui se passe à Gaza, eh bien, c'est l'extrême droite française. Et lorsque Marine Le Pen va jusqu'à défendre les frappes états-uniennes en disant qu'elle les soutient, eh bien, on voit bien que, là encore, Marine Le Pen préfère Trump et Netanyahou à la France et qu'elle préfère les génocides et les crimes contre l'humanité à la paix. Voilà le vrai visage de l'extrême droite.
vrai visage de l'extrême droite qui a été très énervé par une polémique qu'ils ont lancée sur la créolisation et le fait que Jean-Luc Mélenchon, dans un colloque qui avait lieu organisé par le député insoumis Aurélien Taché sur la francophonie, qui faisait suite à une mission qu'il avait menée au Parlement sur cette même francophonie, a dit qu'on pourrait réfléchir à un moment à appeler la langue française autrement, car la langue française n'appartient pas au seul peuple français. La langue française est aujourd'hui parlée par 350 millions de locuteurs dans le monde, dont 60% sont en Afrique. Et quand on regarde les projections, il pourrait y avoir pour la francophonie 700 millions de locuteurs, dont 70 à 80% seraient en Afrique. Donc bien sûr, tout de suite, l'extrême droite est montée au créneau, ils sont montés au plafond. Ça montre bien qu'ils ont une image extrêmement rabougrissante de la France, car au contraire, ce que Jean-Luc Mélenchon était en train de montrer, c'est que la francophonie est une manière de coopérer entre les peuples qui partagent cette langue en commun. Je rappelle que la langue française est partagée dans 28 autres pays dans le monde et une des préconisations du rapport d'Aurélien Taché, c'est par exemple qu'il y ait aux côtés de l'Académie française une académie de la francophonie comme langue commune qui permette aussi de voir comment la langue française s'est créolisée à la fois dans les Caraïbes mais aussi au Sénégal, en Afrique du Nord et dans beaucoup d'autres pays. Et je crois que c'est au contraire ce qui place en hauteur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire quelle est la place de la France dans le monde, comment elle regarde son passé colonial pour rompre avec ce passé colonial et construire des relations qui sont justement des relations basées sur le respect et sur des liens de coopération, notamment autour de la francophonie. C'est d'ailleurs ce que Léopold Sédar Senghor avait fait en son temps sur les institutions de la francophonie en disant que la francophonie pouvait justement servir à construire des solidarités entre les peuples. Bref, ça a fait sauter l'extrême droite au plafond. C'est aussi parce qu'ils n'ont plus l'habitude dans le débat politique et public qu'il y a encore des forces politiques, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, à porter juste des idées et des visions du monde et qu'ils sont enfermés dans une vision extrêmement raciste à la fois du pays et du monde. Alors justement, sur la vision raciste, je continue sur ce qui s'est passé dans notre pays la semaine dernière, qui est extrêmement grave et qui aurait dû, là aussi, provoquer un tollé. Retailleau, après avoir utilisé les mêmes expressions que sous Vichy, français de papier, puis belles heures de la colonisation, régression vers les origines ethniques, était dans un meeting où il a hurlé « à bas le voile », et ce, alors que ensuite il y a eu à la fois des crimes islamophobes, mais aussi des femmes qui se sont fait agresser dans la rue en tentant d'arracher leur voile, eh bien, a trouvé quelque chose d'original à faire le jour du 18 juin. Vous savez, l'anniversaire de l'appel de De Gaulle à la résistance face à la barbarie nazie du 18 juin 1940. Eh bien, Retailleau a sali la mémoire française de la résistance et notamment des étrangers qui résistaient en faisant lui-même son propre appel du 18 juin. Et son propre appel du 18 juin visait justement à annoncer qu'il y aurait le mercredi et le jeudi de la semaine dernière une grande traque faite aux étrangers avec 4000 policiers, douaniers, mais aussi forces sentinelles qui ont été mobilisées pour faire des contrôles dans les gares, dans les aéroports, à différents endroits des frontières. C'est l'institutionnalisation du contrôle au faciès qu'a fait Retailleau. Absolument abject. Quand vous regardez les témoignages de gens qui ont été contrôlés, c'est par exemple un jeune homme de 18 ans parce qu'il est noir et qui est français qui se trouve contrôlé pendant plusieurs minutes avec des policiers qui essayent de comparer sa tête avec sa carte d'identité. Voilà le genre d'abjection auquel on arrive et je le dis d'autant plus avec force que la France a eu une décision inédite contre elle de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour contrôle au faciès et contrôle discriminatoire. Alors évidemment, c'est inédit, mais c'est pas la première fois que la France se fait condamner pour des mesures discriminatoires sur la police. En 2016, il y avait déjà la Cour de cassation qui avait jugé l'État responsable d'une faute lourde sur un contrôle au faciès. En 2021, c'est la Cour d'appel de Paris qui, là aussi, avait condamné l'État sur aussi du contrôle au faciès. En 2021, c'était le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui épinglait la France, là aussi sur les contrôles d'identité. En 2023, c'est le Conseil d'État de nouveau sur le contrôle au faciès. 2025, la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous avons eu cette semaine un nouveau rapport de la Défenseure des droits qui montre que lorsque vous êtes perçu comme noir ou arabe, que vous êtes un jeune homme, vous avez 20 fois plus de risques de vous faire contrôler et ces contrôles au faciès sont inadmissibles dans un pays comme la France. Et moi, je me désole de voir que certains à gauche
parle de faire du moratoire sur le contrôle aux faciès. Non, il ne faut pas faire de moratoire. Il faut qu'on fasse disparaître cette mesure qui fait que lorsque vous avez 10, 11, 12 ans et que vous êtes un jeune homme dans ce pays noir ou arabe, eh bien, vous êtes considéré par les contrôles aux faciès qui sont faits en permanence sur vous comme en quelque sorte des étrangers à votre propre pays. Le racisme détruit la République. L'impunité policière détruit la République. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que demandent les associations depuis très longtemps, notamment le récépissé sur le contrôle aux faciès, c'est-à-dire le fait d'objectiver pourquoi est-ce qu'il y a un contrôle, récépissé qui était une promesse de François Hollande qu'il n'a jamais tenue, et puis une proposition qui est une proposition de la défenseur des droits, qui est une proposition de mettre en place des zones sans contrôle, sauf en cas de flagrant délit, comme ça existait il y a quelques dizaines d'années, et qui permettent de mettre fin à ce racisme insupportable, racisme qui est systémique, et là ça a été aussi montré par les Nations Unies. Il faut que la France arrête avec ça, et ça commence par évidemment dégager Retailleau. Ça sera aussi l'objet de la motion de censure dont je parlerai juste après, mais je veux quand même dire que cette semaine s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, puisque lundi, il y a eu des révélations de Mediapart sur le cas d'un meurtre par des policiers, donc toujours dans le cas de refus d'obtempérer. Vous vous rappelez que la France est championne d'Europe sur le nombre de morts par tir policier et sur le nombre de morts par refus d'obtempérer, d'où le fait que nous nous battons aux côtés notamment de la famille El Khalfaoui, dont je vais vous parler juste après, et du collectif contre la loi qui a été faite par Cazeneuve, qui est la loi permis de tuer, qui a fait exploser le nombre de morts pour refus d'obtempérer. Eh bien, on a appris dans le cas de la famille El Khalfaoui pour Souheil, qui avait 19 ans, qui a été tué à Marseille en 2021 par un tir policier. Nous avons appris qu'il y a eu une procédure qui est pleine de dysfonctionnements et qui est, je crois, caractéristique de l'épreuve que doivent vivre les familles, en plus du deuil d'une des personnes qui a été tuée et de la mort d'un homme qui a eu lieu en 2021 à Marseille. D'abord, il y a eu plusieurs juges dans cette affaire, dont beaucoup des juges ont refusé les actes que demandait la famille, qui sont des actes tout à fait normaux, reconstitution de la scène, bref, tout ce qui permet de comprendre ce qui s'est passé et d'avoir justice et vérité pour Souheil. Ensuite, le tueur, le policier qui a tiré, n'a été auditionné que le lendemain des deux autres collègues policiers qui étaient présents, et donc évidemment ils ont pu se concerter sur la version qui en était donnée. Et puis il y a eu d'abord une première disparition dans cette affaire, c'est-à-dire que sur les 6 vidéos de vidéosurveillance d'une banque qui avaient été données de la scène, la famille a appris que 4 de ces vidéos avaient disparu et que 2 de ces vidéos étaient illisibles. Et pire que ça, ils se sont aperçus que l'angle d'une vidéo de la banque qui donnait exactement sur la scène, qui était le plus grand angle, a été oublié dans la requête, et donc que les images, puisqu'elles sont effacées un mois après, ont juste disparu. Mais c'est rajouté à ces dysfonctionnements un autre dysfonctionnement, c'est que la 3e juge qui a été nommée a repris l'affaire en main et a décidé de donner suite à un certain nombre d'actes qu'ont demandé la famille. Et comme elle a fait l'enquête sérieusement, elle a notamment été voir les scellés. Dans les scellés, il y avait notamment des images de vidéosurveillance, mais il y avait aussi, par exemple, l'audition du tireur, et il y avait la balle qui a tué Souheil. Et elle s'est aperçue que les 9 scellés avaient disparu. Je redis, les 9 scellés, donc les 9 pièces que la police avait mis pour l'enquête, donc sous protection justement de la justice, eh bien, ont disparu et étaient soustraits de l'enquête. Alors évidemment, quand on a su ça, nous, on est monté au créneau et on a demandé à ce que toute la lumière soit faite pour savoir qui voulait empêcher la manifestation de la vérité, puisqu'il y a donc des gens qui ont un intérêt à faire disparaître des pièces aussi importantes que la balle qui a tué Souheil en 2021. Il a fallu un article de Mediapart, donc une juge qui s'est inquiétée de savoir où étaient les scellés et qui raconte l'enquête qu'elle a faite à la famille. La détermination de la famille sans faille. Puis ensuite, des questions au gouvernement. Pour nous, c'est Manuel Bompard qui a posé la question au gouvernement. Pour que le ministre réponde qu'il y aurait une inspection générale de la justice, pour comprendre ce qui s'était passé. Puis enfin, une conférence de presse dans l'Assemblée nationale avec la famille et d'autres députés, pour qu'enfin, comme par magie, les scellés réapparaissent alors qu'ils avaient disparu depuis des mois. Et où ont-ils été retrouvés? Ils ont été retrouvés dans le bureau du premier juge, celui-là même qui avait
fait remarquer que des vidéos avaient disparu et qui avait fait mener l'enquête partout, y compris dans son propre bureau. Et on apprend que, en fait, il se trouvait dans ce même bureau. Alors, c'est une très bonne chose que les scellés aient été retrouvés. Maintenant, nous demandons à ce que la famille n'ait plus d'entrave à la manifestation de la vérité pour qu'il y ait justice pour Souheil. Et on espère que ça servira dans beaucoup d'autres affaires parce que d'autres familles sont confrontées à cela. Mais nous exigeons que l'inspection générale de justice aille jusqu'au bout pour comprendre qui a fait disparaître ces preuves et qui avait intérêt à les faire disparaître, parce que c'est évidemment un dysfonctionnement qui est extrêmement grave et qui pose des questions évidemment sur ce qui se passe à Marseille et qui appelle à ce qu'il y ait un dépaysement automatique des affaires de violence policière, comme nous demandons toujours l'abrogation de la loi permis de tuer. En plus de cette traque des étrangers qui a été faite la semaine dernière, il se trouve qu'il y a une offensive macroniste extrêmement forte contre l'écologie. Je vous en avais déjà un peu parlé, mais là on est en train d'atteindre des sommets. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui s'était autoproclamé au début de son mandat comme champion de la Terre, celui qui était le président le plus écologique du monde. Eh bien là, ils sont en train de faire une offensive comme on n'en a pas vu depuis des décennies, et ce alors qu'on vient d'apprendre par les scientifiques que les 1,5 degrés de réchauffement sont désormais inéluctables. 1,5 degré de réchauffement, c'était l'objectif qu'on s'était donné dans les accords de Paris, et c'était un objectif qu'on s'était donné notamment parce que les États insulaires expliquaient que au-delà d'1,5 degré, au-delà de l'imprévisibilité de la réaction en chaîne que cela crée, eh bien que nombre des États insulaires dans le monde allaient tout simplement être submergés par la montée des mers. Donc là, tous les scientifiques disent que nous allons atteindre plus 1,5 degré de manière inéluctable d'ici 2029. 2029, c'est aujourd'hui. Ça devrait faire l'objet de tous les débats politiques et médiatiques du moment pour savoir comment être à la hauteur du plus grand défi du XXIe siècle, conserver un écosystème compatible avec la vie humaine. Eh bien non, non seulement ce n'est pas l'objet de débat, mais en plus de ça, on ne cesse d'avoir à l'Assemblée nationale des textes de loi qui ne sont même pas des textes portés par le gouvernement, mais des textes portés par des sénateurs, ce qui leur permet ensuite de faire leur magouille en commission mixte paritaire, je vous l'avais déjà expliqué. Mais qui sont des textes de loi qui font des offensives contre l'écologie comme on a rarement vu. On avait d'abord eu la loi Duplon, c'est la loi pesticides, qui va notamment réintroduire un pesticide extrêmement dangereux qui avait été interdit au début du mandat d'Emmanuel Macron, les néonicotinoïdes, qui sont des pesticides tueurs d'abeilles, alors que les abeilles pollinisent 80% des cultures qui sont à destination de l'alimentation humaine, donc vous imaginez ce que ça veut dire pour le monde entier, mais qui en plus sont des pesticides qui vont accroître les cancers pédiatriques, les problèmes de santé, donc une loi extrêmement grave. Et la commission mixte paritaire aura lieu la semaine prochaine, donc il faut que toutes et tous nous soyons dans la rue ce dimanche 29 juin aux côtés des associations écologistes et des collectifs pour dire non à cette loi pesticides. On a eu la loi simplification qui était juste une loi trumpiste, c'est-à-dire qui visait à supprimer des dizaines d'agences, évidemment détricoter le droit de l'environnement, affaiblir les droits des salariés, etc., etc. On a eu la fin du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la bétonisation des terres. Or, vous avez vu que là, nous sommes en train de vivre un épisode de canicule et qu'à un moment, il y a eu des orages et que ces orages ont coûté la vie à 2 personnes, et je veux leur rendre hommage, plus plusieurs blessés qui ont été blessés. Et une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il y a des pluies diluviennes, elles créent des inondations un peu partout, c'est notamment parce que les sols sont tellement bétonnés que l'infiltration de l'eau ne se fait plus. Donc c'est extrêmement grave. Donc ils ont détricoté le zéro artificialisation nette. Ils sont en train de passer en force sur l'A69, vous savez, cette autoroute d'un autre temps qui, pour gagner 15 minutes, vise à là aussi bétonner des centaines d'hectares agricoles, naturels, dont on a impérativement besoin à l'heure du dérèglement climatique. Et puis, il s'attaque aussi à MaPrimeRénov', vous savez, la rénovation énergétique, alors qu'il y a 12 millions de gens, et on le voit bien en ce moment, qui sont dans des passoires thermiques ou des bouilloires thermiques, c'est-à-dire qui ont froid l'hiver et qui ont très chaud l'été, ce qui est évidemment catastrophique, ce qui nous place en dehors de tous les objectifs que s'est donné la France. Et puis, ils ont inventé une dernière chose dans la loi Grémillet, donc c'est la loi sur l'énergie qui vise à nucléariser la France à tout va. Eh bien, ils ont voté un amendement qui vient en plus de la Macronie, c'est-à-dire des LR, avec l'extrême droite, qui vise à faire un moratoire sur les énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques, ce qui évidemment est une aberration à l'heure de l'urgence écologique. Donc on doit évidemment se battre contre ça, et je crois que tout le monde le voit bien en ce moment, l'accélération que nous avons,
puisque sur les 51 dernières grosses vagues de chaleur que nous avons eues dans notre pays depuis 1945, les 2/3 ont eu lieu depuis 2000, donc on voit bien l'accélération qui se fait, au point que quand on compare par exemple la situation d'une personne qui est née dans les années 60 et un enfant qui est né aujourd'hui dans les années 2020, eh bien cet enfant connaîtra par rapport à ses grands-parents 7 fois plus de vagues de chaleur, 3 fois plus d'inondations, 2 fois plus de sécheresse et d'incendies de forêt. Voilà quel est l'avenir qu'il nous prépare si nous ne prenons pas à bras le corps la question de la planification. Et nous, face à ce chaos climatique, nous saurions ce qu'il faut faire. Alors, évidemment, face à tout cela, nous n'avons qu'une idée en tête, c'est de dégager Bayrou et son gouvernement qui semble prêt à tout pour essayer de sauver sa peau. C'est ce qui se passe avec le conclave des retraites. Alors nous disions depuis le début que ce conclave n'allait rien donner. Eh bien, nous n'avons pas été déçus puisque ce conclave n'a donné absolument rien, au point que même le Parti socialiste s'est dit qu'il fallait censurer ce gouvernement. Bon, en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. Ce conclave dans lequel il n'y a pas le deuxième syndicat du pays, la CGT, le troisième syndicat du pays, la CFDT, dans lequel il n'y a pas le premier syndicat de l'éducation nationale, la FSU, et dans lequel il y a un droit de veto du MEDEF, vise une chose et une seule, celle à dire que jamais ils ne veulent abroger la retraite à 64 ans. Et évidemment, viser à ce que Bayrou ne soit pas censuré immédiatement. Je rappelle qu'au départ, le conclave, avec le PS qui disait vaillamment que grâce à eux, grâce au fait qu'ils étaient responsables, il y aurait un budget qui serait moins dur grâce à eux. Bon, le résultat, pas du tout. On a un budget pire que ce qu'on a jamais vu dans ce pays et qui ne cesse de s'aggraver. Et ils ne cessent de dire qu'ils vont faire des économies supplémentaires. Mais en plus de ça, ils avaient dit qu'ils allaient obtenir la suppression ou la suspension au moins de la retraite à 64 ans. Bon, bah c'est pas du tout ce qui s'est passé, on arrive à rien du tout, et pire qu'à rien du tout, pour sauver sa peau, Bayrou a annoncé ce jeudi soir qu'il allait, après le conclave qui n'a servi à rien, annoncer un mini-conclave qui là ne va pas juste servir à rien, mais menacer nos droits. Pourquoi ? Parce qu'il dit, on est tout proche d'un accord, donc évidemment pas question d'abroger la retraite à 64 ans, mais on pourrait regarder des mini-ajustements sur les femmes. Du coup, il reconnaît que la réforme était très injuste sur les femmes, pour peut-être qu'on ne parte pas à 67 ans à taux plein, mais à 66 ans et demi. Merci du cadeau. Et puis, je ne sais quoi d'autre, quelques petits ajustements par-ci par-là. Bon, le problème, c'est que ces petits ajustements, en plus de nier le résultat du vote du peuple français qui a voté à plusieurs reprises, et notamment en juin et en juillet dernier, pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans, eh bien, c'est qu'elle va se payer très cher. Parce que François Bayrou pourrait annoncer, par exemple, le 14 juillet prochain, qu'il veut désindexer les pensions de retraite, c'est-à-dire appauvrir encore plus les retraités alors qu'ils sont étranglés par la vie chère. Et puis, il annonce qu'il faut qu'on arrête que ce soit uniquement le travail qui finance les retraites. Donc, il revient avec l'idée de la TVA antisociale. Vous savez, c'est l'idée de modifier le financement de la sécurité sociale pour que la sécurité sociale ne soit plus financée par des cotisations, mais par la consommation et l'impôt le plus injuste qui est la TVA, qui va encore une fois faire peser sur les plus pauvres l'augmentation des prix, ce qui est insupportable. En plus de ça, Bayrou a glissé dans le conclave que ça pouvait être une bonne idée d'aller vers la capitalisation, c'est-à-dire d'introduire des doses de capitalisation comme il le dit, c'est-à-dire en finir avec le système de solidarité par répartition. Bref, ce qu'ils sont en train de nous proposer est une grosse arnaque et donc il faut censurer au plus vite ce gouvernement. Je le dis d'autant plus qu'au même moment où je parle au Mexique, Claudia Sheinbaum, la présidente, a annoncé, elle, qu'elle allait réduire pour les enseignants et enseignantes l'âge de la retraite de 53 ans pour les femmes au lieu de 58 ans et de 55 ans pour les hommes au lieu de 60 ans d'ici 2034. Preuve qu'il est possible, s'il y a une volonté politique de le faire, de réouvrir un horizon de la société où on est libéré du temps contraint du travail, où on peut justement se consacrer à soi, aux siens, aux autres aussi, puisque 50% des présidents d'associations sont des retraités, 40% des maires ruraux sont des retraités, et même un tiers des bénévoles de ce pays sont des retraités. Voilà l'horizon heureux que nous voulons réouvrir dans ce pays, et je vous assure que nous ne lâcherons jamais sur la question de l'abrogation de la retraite à 64 ans, mais aussi du retour à la retraite à 60 ans, comme nous l'avons promis dans notre programme. Donc, je le disais, le PS est revenu à la censure. Alors bon, d'une manière extrêmement sectaire. Nous, on avait demandé au moins qu'il y ait une motion commune qui respecte l'engagement
du nouveau Front populaire sur lequel on a tous été élus, mais aussi qui respecte la promesse qu'on avait fait en 2022 lors du passage en force de la retraite à 64 ans, de tout faire toujours, tout le temps pour abroger la retraite à 64 ans. Bon, ils ont fait preuve d'un sectarisme que je ne commente pas, et comme nous ne voulions pas ajouter le ridicule au sectarisme et que les autres groupes n'étaient pas d'accord pour que on puisse déposer et qu'il nous manquait des signatures, parce que vous savez, on est contraint en motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution, eh bien, nous n'avons pas déposé une seconde motion de censure. Alors évidemment, nous ne sommes pas dupes sur les faits que c'est du fait des socialistes que la Macronie a pu imposer les budgets les plus durs. En 6 mois, il y a eu 5000 fermetures de classes, que Retailleau a pu continuer sa sale besogne, etc., etc. Mais ce qui est bien dans le fait que le PS retrouve le chemin de la censure, même si nous ne sommes pas dupes, c'est que enfin le Rassemblement national va devoir arrêter de se cacher. Et parce que la dernière fois, je rappelle que le Rassemblement national avait dit qu'il ne censurait pas le gouvernement Bayrou parce que le PS ne le faisait pas. Et donc le PS a permis de cacher pendant plusieurs mois que la force qui permet à la Macronie de continuer sa politique qui a pourtant été défaite 3 fois dans les urnes par le peuple français, eh bien, c'est justement l'extrême droite. L'extrême droite qui a refusé de voter cette motion de censure et qui dit qu'elle ne votera pas encore celle que nous voulons voter la semaine prochaine. Ils ont refusé, et c'est Marine Le Pen qui l'a fait, qu'on discute de la destitution du président de la République alors qu'il ne respecte pas le résultat des urnes. Ils sont responsables du pire budget sur lequel sont en train de souffrir les Français, notamment de l'augmentation des prix de l'énergie. Ils n'ont évidemment rien dit sur le scandale de pédocriminalité et sur la responsabilité de Bayrou dans l'affaire Betaram, sachant que la semaine prochaine, la commission d'enquête devra rendre ses travaux puisque les travaux de la commission d'enquête de Paul Vannier ont été adoptés en commission, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc le RN est bien la première fraude du pays et c'est ce que nous allons démontrer encore une fois puisque ce sont eux qui permettent à la politique macroniste de continuer. En tout cas, il est urgent de faire tomber ce gouvernement et il se trouve que les Français l'ont bien compris car ils sont largement majoritaires pour la censure et même 2 Français sur 3 pensent que Bayrou ne terminera pas l'année. On va essayer de faire en sorte qu'il ne termine même pas l'année scolaire. En tout cas, c'est l'enjeu de la motion de censure qui sera présentée la semaine prochaine et qui est l'honneur, encore une fois, de notre Assemblée que de la voter, car il n'est pas question qu'un gouvernement refuse le vote des députés, car comme nous l'avons montré encore il y a quelques semaines, il existe toujours une majorité immense dans ce pays et dans l'Assemblée nationale pour abroger ce vol de 2 ans de vie qui a été fait au peuple français. J'en profite pour parler du coup, puisque je parlais du PS et de la censure, de l'unité de la gauche sur lequel on va vous rabattre les oreilles ces prochains temps, puisqu'il y a l'initiative de Lucie Castet qui va être faite la semaine prochaine, le 2 juillet. Alors, à chaque fois, ça permet de rabâcher les mêmes choses. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon est toujours le problème, Jean-Luc Mélenchon est toujours le méchant, la France insoumise est horrible et personne ne veut faire alliance avec elle, mais quand même, vous ne voulez pas venir à la réunion qui est organisée avec Lucie Castet le 2 juillet pour organiser une candidature unique à gauche. Alors, pourquoi est-ce que nous n'y allons pas? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le programme. Nous nous basons sur un programme de rupture et nous sommes persuadés et convaincus que seul un programme de rupture peut vaincre l'extrême droite. C'est ce qui s'est passé, je vous l'avais déjà expliqué, sur l'analyse de ce qui s'est passé sur l'élection de Trump. C'est parce qu'en face, il y avait une gauche qui avait renoncé et qui a même été complice du génocide à combattre et qui a même été complice du génocide à Gaza et qui a renoncé de faire la rupture avec le modèle capitaliste que l'extrême droite a pu gagner. Donc, la première chose, c'est le programme. Et alors, c'est quand même osé d'aller nous dire, nous qui avons fait la NUPES, donner un groupe parlementaire à l'ensemble des 3 autres groupes, alors que Jean-Luc Mélenchon faisait 22% et tous les autres faisaient moins de 5%, voire même pour le Parti socialiste, 1,67%. Nous qui avons fait le nouveau Front populaire à des conditions où on a dû céder sans circonscription au Parti socialiste pour que cette alliance puisse se faire, c'est quand même osé de venir nous expliquer, alors qu'ils ont mis par la fenêtre 2 fois le programme de rupture, où en gros, pour avoir des élus, ils le signent et juste après, ils le renient. C'est quand même gonflé de nous demander d'aller de nouveau nous enfermer dans une pièce avec eux pour dire que on va faire semblant de se mettre d'accord sur un programme dont on sait qu'ils ne le respecteront pas. Parce que la politique, c'est aussi une question de confiance. Bon, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'eux-mêmes n'y croient pas. Vous avez vu que Raphaël Glucksmann a dit qu'il allait être candidat, je vais revenir dessus. Mais il y a aussi Jadot qui dit dans une interview que en 2017 et en 2022, ils ont agité partout la question de l'union de la gauche en espérant que Jean-Luc Mélenchon allait refuser, donc lui faire porter le mistigris, si je reprends les termes, de la division, et que ça n'a pas marché, et qu'il faut donc apprendre de ses erreurs. Bon, donc en fait,
Personne ne croit qu'il y aura un candidat unique à gauche. Donc, la seule chose à ce à quoi visent des démarches comme les primaires, c'est justement à dire, à désespérer les gens pour expliquer aux gens que jamais on ne gagnera. C'est le même numéro qu'on nous a fait en 2022. En 2022, main sur le cœur, Fabien Roussel nous expliquait que si une candidature à gauche pouvait gagner, alors il se retirerait. Eh bien, le résultat, c'est que Jean-Luc Mélenchon a raté à 420 000 voix le second tour de l'élection présidentielle avec une responsabilité directe de toutes les candidatures qui se sont, elles, maintenues. Et que donc, il faut arrêter de désespérer les gens et dire que lorsqu'il y a une mobilisation massive dans les urnes, de la jeunesse, des quartiers populaires, des militants politiques, associatifs, syndicaux, des outre-mer, bref, de toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus et qui veulent rompre avec cette politique, eh bien, nous arrivons par le nombre à les submerger. Et du coup, ça arrive sur les lueurs d'espoir qu'il y a, parce que vous avez vu donc le Mexique sur l'abaissement de l'âge de la retraite, mais il y a eu aussi une excellente nouvelle qui nous vient de New York, où celui qui a gagné la primaire démocrate à New York et qui pourrait devenir le premier maire musulman qui combat fermement le génocide à Gaza de New York, eh bien c'est Zoran Mamdani. Zoran Mamdani qui était opposé à un candidat qui a été subventionné à hauteur de 20 millions de dollars pour le battre et qui a réussi notamment grâce à la mobilisation de la jeunesse et des abstentionnistes à battre ce candidat et qui, avec un programme de rupture, a réussi à redonner le goût de la politique à des milliers et à des milliers de gens. Voilà ce que nous devons faire, non seulement pour tourner la page de la Macronie, mais aussi pour battre l'extrême droite. Et ça montre encore une fois que c'est la gauche de rupture qui arrive bien en tête devant la gauche d'accompagnement du capitalisme. Donc nous avons 2 belles années de bataille devant nous. En tout cas, on continue plus que jamais parce que c'est parce que nous tenons bon, c'est parce que nous tenons des principes qu'il existe encore une gauche de rupture et un point d'appui pour des millions de gens dans ce pays qui comptent sur nous. Et c'est justement grâce à cela qu'existe toujours l'idée que oui, l'alternative existe dans ce pays et que oui, un autre monde est toujours possible. Excellente semaine à vous.